Tu vas perdre de l'argent à cause d'une réunion secrète dont tu n'as jamais entendu parler. Pas à cause de la bourse, pas à cause de l'inflation, à cause de 3 voitures noires qui ont traversé Ottawa un matin d'avril, sans caméra, sans communiquer, sans aucun signe visible, et ce qui s'est passé dans cette salle de réunion fermée va directement impacter ton pouvoir d'achat, le prix de ton énergie et la valeur des actifs dans lesquels tu investis aujourd'hui. La plupart des gens n'en savent rien, et c'est exactement le problème. Parce que pendant que tu regardes les marchés fluctuer, pendant que tu essayes de comprendre pourquoi le pétrole dépasse encore les 100 $ le baril, les plus grands fonds souverains de la planète sont en train de repositionner des centaines de milliards de dollars. En silence, avec une précision chirurgicale. Et ils le font parce qu'ils savent quelque chose que le grand public ne sait pas encore. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est le genre d'informations qui sépare ceux qui subissent les crises financières de ceux qui les anticipent. Abonne-toi maintenant et active les notifications. Parce que cette chaîne existe précisément pour ça. Imagine une entreprise qui réalise 95% de ses revenus par un seul canal de distribution. Un seul. Et un matin, ce canal ferme, du jour au lendemain, sans préavis. C'est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvé le Qatar au printemps 2026. Le Qatar, c'est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié de ces 20 dernières années. Le pays possède l'un des plus grands champs gaziers jamais découverts sur Terre, le Northfield, et dispose d'une infrastructure d'exportation parmi les plus sophistiquées au monde, capable de produire 77 millions de tonnes de gaz liquéfié par an, avec une expansion planifiée pour dépasser les 140 millions de tonnes avant 2030. Des clients partout. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, des contrats long terme, des revenus prévisibles, un modèle économique national bâti sur des décennies. Mais voilà le problème. Chaque cargo de gaz qui part du Qatar doit traverser le détroit d'Ormuz, un passage de 55 km de large. Il n'y a pas d'alternative, pas de pipeline vers l'Europe, pas de route terrestre. Tout passe par là. Et en février 2026, ce détroit s'est fermé. Des frappes sur les installations de traitement du gaz, des mines dans les eaux. Un blocus maritime qui dure depuis plus de 7 semaines au moment où ces négociations se tiennent. Qatar Energy a annoncé début avril que les dégâts sur une installation majeure de traitement nécessiteront entre 3 et 5 ans de réparation. 3 à 5 ans. Pour un pays dont le budget national dépend à plus de 90% des exportations d'hydrocarbures, c'est une catastrophe financière structurelle. Pas une turbulence, une rupture. Les réservoirs sont pleins, les méthaniers ne peuvent pas partir, et les engagements contractuels envers des dizaines de clients internationaux, eux, ne s'arrêtent pas. Pose-toi cette question. Quand une économie nationale, dont la trésorerie est construite sur des projections d'exportation, commence à puiser dans ses réserves souveraines pour couvrir des manques à gagner opérationnels, que font les agences de notation ? Que font les investisseurs institutionnels qui détiennent de la dette qatari dans leur portefeuille ? Que se passe-t-il avec les contrats d'approvisionnement qui ne peuvent plus être honorés ? C'est le genre de domino financier que personne ne te montre dans les journaux télévisés. Mais c'est exactement ce qui est en train de se produire. Maintenant, voilà où ça devient vraiment intéressant pour toi en tant qu'investisseur ou simplement en tant que citoyen qui veut comprendre où va l'argent du monde. Face à cette réalité, le Qatar n'a pas attendu. Il a agi. Et il a agi avec une rapidité que le monde de l'énergie n'a presque jamais vue. Et en moins de 4 semaines, entre fin mars et fin avril 2026, une délégation comprenant le ministre d'État qatari à l'énergie, le PDG de Qatar Energy, et des dirigeants du Fonds souverain national qui gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs, s'est rendue à Ottawa. Réunion à huis clos avec le Premier ministre canadien. Pas de conférence de presse, pas de cérémonie. Et 3 jours après, un document est publié simultanément sur les sites des 2 gouvernements. Un accord cadre de coopération énergétique entre le Qatar et le Canada. Mais ne te laisse pas tromper par le mot « cadre ». Les annexes de ce document contiennent des engagements financiers précis, des calendriers précis et un objectif de livraison opérationnelle dès 2030. Ce n'est pas une déclaration d'intention, c'est un contrat déguisé en diplomatie. Et les chiffres qui circulent dans les milieux financiers spécialisés donnent le vertige. On parle d'un investissement direct du Qatar dans l'infrastructure canadienne de gaz naturel, liquéfié de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars. Ce serait l'un des plus grands engagements d'investissement direct étranger en provenance d'un seul pays dans toute l'histoire canadienne. Commente en dessous si tu veux qu'on fasse une vidéo dédiée sur comment ce type d'investissement massif impacte concrètement les devises et les marchés obligataires canadiens. Parce qu'il y a un angle là-dedans que personne ne couvre. Mais pourquoi le Canada ? Pourquoi pas l'Australie, la Norvège, les États-Unis ? C'est là que se trouve la logique financière pure, et elle est implacable.
Le Canada possède quelque chose d'extrêmement rare dans le monde d'aujourd'hui. Une infrastructure d'exportation de gaz naturel liquéfié sur la côte pacifique, déjà opérationnelle ou en construction avancée, qui n'a aucun point de passage stratégiquement vulnérable entre elle et ses clients asiatiques. Un cargo qui part de Kitimat, en Colombie-Britannique, arrive à Yokohama, à Incheon, à Shanghai, sans traverser le détroit d'Ormuz, sans passer par Bab el-Mandeb, sans emprunter le canal de Suez. Une route directe, stable, non exposée aux conflits régionaux actuels. Pour un acheteur asiatique de gaz liquéfié qui vient de voir ses approvisionnements qataris interrompus, la côte pacifique canadienne est littéralement la solution de remplacement géographiquement la plus logique qui existe. Et de l'autre côté, le Canada a un problème que l'argent qatari peut résoudre. Le pays a les ressources, il a les terminaux, il a le cadre réglementaire, mais ce dont il manque cruellement, c'est la vitesse d'exécution et les réseaux commerciaux pour vendre à grande échelle en Asie. Qatar Energy a 30 ans de relations commerciales avec chaque grand acheteur de gaz en Asie et en Europe. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est un carnet d'adresses qui vaut des dizaines de milliards de dollars. L'accord prévoit 4 éléments concrets. Une prise de participation directe dans les projets canadiens de GNL, un accord d'achat à long terme permettant au Qatar de réorienter ses relations commerciales existantes vers l'approvisionnement canadien, un programme de transfert de compétences techniques pour accélérer la construction des infrastructures, et ce point-là est le plus sous-estimé, une clause d'investissement dans les pipelines qui acheminent le gaz depuis l'Alberta vers la côte pacifique. En résumé, le Qatar est en train de relocaliser une partie substantielle de sa stratégie d'exportation nationale vers le Pacifique canadien. C'est une décision à 20 ans, et elle se prend en 4 semaines. Maintenant, voilà la question qui devrait t'empêcher de dormir si tu t'intéresses pour la finance mondiale. Est-ce que le Qatar agit seul ? Non, et c'est là que le tableau devient vraiment saisissant. Les Émirats arabes unis, à travers leur compagnie nationale ADNOC et leur fonds d'investissement Mubadala, sont en discussions avancées avec des producteurs canadiens sur des partenariats de raffinage, des prises de participation dans des pipelines et des accords d'achat de GNL. Une décision d'investissement direct est attendue avant la fin du 2e trimestre. L'Arabie saoudite bouge différemment, mais elle bouge. Le fonds d'investissement public, le PIF, a significativement augmenté son exposition à l'infrastructure énergétique canadienne. Pas par accord bilatéral formel comme le Qatar, par flux de capitaux discrets dans des opérateurs pipeliniers et des producteurs d'énergie. Le résultat est identique. Le fonds souverain du Koweït est actif sur les marchés de dette énergétique canadiens. Oman, Bahreïn, tous signalent un intérêt pour des projets spécifiques. La cartographie de ces flux financiers dessine quelque chose de très clair. Chaque État du Golfe disposant d'une capacité significative de déploiement de capital est déjà dans l'infrastructure énergétique canadienne ou est en train d'y entrer. Et ils font tout ça à une vitesse qui ne ressemble à rien de ce que ces fonds produisent en temps normal. Pourquoi cette urgence ? Parce que ces fonds souverains ont compris quelque chose de fondamental avant les marchés. Quand une hypothèse sur laquelle repose une stratégie financière nationale depuis 40 ans devient fausse du jour au lendemain, on ne la répare pas, on la remplace. L'hypothèse en question, c'est que le détroit d'Ormuz serait toujours ouvert, que la liberté de navigation dans le Golfe était garantie, que l'architecture de sécurité qui protège les exportations de ces pays était fiable et prévisible. Elle ne l'est plus. Et une fois qu'un directeur de fonds souverain réalise que son infrastructure d'export peut être paralysée sans que son pays ait commis la moindre faute, il diversifie, immédiatement. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu pensais que les fonds souverains du Golfe étaient uniquement tournés vers les marchés américains et européens ? Parce que ce qui se passe là change complètement cette image. Il y a une dimension de cette histoire qui dépasse la finance et qui en même temps l'explique entièrement. Pendant 50 ans, il existait un accord implicite entre les États-Unis et les pays du Golfe. Vous exportez votre énergie vers le marché mondial, nous garantissons la sécurité de ces exportations. Vos capitaux reviennent dans nos marchés financiers, notre immobilier, nos bons du trésor. Tout le monde y trouve son compte. Cet accord fonctionnait parce que la garantie américaine était crédible, fiable, prévisible. Ce printemps, cette garantie a été retournée. Le blocus maritime dans le Golfe, décidé à Washington sans consultation préalable des États du Golfe, parfois annoncé quelques heures seulement avant sa mise en application publique, a transformé la liberté de navigation d'un service garanti en un privilège conditionnel. Pour un directeur financier de fonds souverains, cette distinction est absolument fondamentale. Un service garanti, tu le prends en compte dans tes modèles financiers. Un privilège conditionnel, tu te couvres contre sa disparition. Et la couverture, en l'occurrence, c'est exactement ce que ces fonds construisent en ce moment au Canada. Voici l'analogie qui va rendre ça immédiatement compréhensible. Imagine que ta banque ait toujours garanti l'accès à ton compte courant
et qu'un matin, sans te prévenir, elle gèle tous les accès pendant 2 mois pour des raisons qui ne te concernent pas. Tu n'as rien fait de mal, mais tu ne peux plus toucher à ton argent. Que fais-tu une fois que le gel est levé? Tu ouvres un deuxième compte dans une deuxième banque, immédiatement, définitivement, et tu ne mets plus jamais tous tes actifs dans un seul établissement. C'est exactement ce que font les États du Golfe, et le Canada est la deuxième banque. Pour le Canada, cette situation crée une opportunité économique d'une génération, mais aussi des responsabilités inédites. 15 à 20 milliards de dollars d'investissement direct qatari. Des dizaines de milliards supplémentaires en provenance des Émirats, d'Arabie Saoudite, du Koweït. Cette masse de capital va transformer le secteur énergétique canadien pour les 30 prochaines années. Des emplois, des infrastructures, des revenus fiscaux, une montée en gamme technologique grâce au transfert de compétences qatari sur les projets GNL. Mais il y a une question que les investisseurs canadiens et internationaux devraient se poser dès maintenant. Quand un pays devient un hub stratégique pour les exportations d'énergie de plusieurs régions du monde, sa politique étrangère change, ses obligations changent, et ses risques géopolitiques propres changent aussi. Un Canada qui absorbe 50 milliards de dollars de capital du Golfe n'est plus un acteur neutre dans les négociations commerciales transatlantiques. Il est un acteur avec des intérêts qui peuvent diverger de ceux de son voisin américain. Et ce voisin a, historiquement, des façons bien à lui d'exprimer son désaccord. C'est le risque de deuxième ordre que peu d'analystes sont en train de prisser. Et si tu investis dans l'énergie canadienne, dans la devise canadienne, ou dans des actifs liés aux infrastructures de la côte pacifique, ce risque te concerne directement. Abonne-toi maintenant, parce que dans les prochaines semaines, on va aller bien plus loin dans l'analyse des opportunités d'investissement concrètes que cette réorganisation mondiale crée. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Laisse-moi te laisser avec l'image qui résume tout ce qu'on vient de voir. En 1973, le choc pétrolier a forcé les pays acheteurs à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ils ont mis des décennies à réduire leur dépendance à une seule région. En 2026, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les vendeurs qui diversifient leurs routes d'exportation. Et ils le font en quelques semaines, pas en quelques décennies. Pourquoi si vite? Parce que le capital réagit toujours plus vite que la politique. Parce que les fonds souverains ont des équipes entières dont le seul travail est d'anticiper exactement ce type de rupture. Et parce que quand tu gères 500 milliards de dollars, chaque semaine d'inaction face à un risque structurel identifié te coûte des milliards. 230 pétroliers sont toujours immobilisés dans le Golfe. Les mines sont toujours dans l'eau. Le pétrole est toujours au-dessus de 100 $ le baril. Et pendant ce temps, de l'acier est en train d'être posé sur la côte pacifique canadienne avec de l'argent venu de Doha. Cette infrastructure va exister pendant 40 ans. Les relations commerciales qui se nouent autour d'elle vont durer une génération. Et la recomposition financière mondiale qu'elle signale est déjà en cours, avec ou sans toi. La seule question qui compte maintenant, c'est est-ce que tu suis ce mouvement ou est-ce que tu l'apprends trop tard? Cette chaîne est là pour que tu ne sois jamais dans la deuxième catégorie. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que ces événements ne le concernent pas. Parce que son portefeuille, lui, a déjà compris.